sur le sujet. Sans tarder, je vais passer la parole à Sophie Ducret, qui est doctorante en histoire de l'art médiéval sous la direction de Géraldine Mallet à l'Université de Montpellier. Et la soutenance de sa thèse est prévue pour bientôt. Alors, ses recherches portent sur la peinture murale au XIIe siècle en Occitanie, plus spécifiquement sur la création artistique avec une approche historiographique. Elle a participé au colloque célébrant le millénaire du linteau de l'abbaye de Saint-Genès-des-Fontaines et en novembre de l'année dernière, elle a organisé un séminaire sur la commande artistique aux âges romans, une approche méthodologique et épistémologique. Et ce matin, elle va donc nous présenter un sujet qui s'intitule « La création aux âges romans, commande de production et l'exemple des peintures murales de Saint-Pierre d'Ourjoux dans l'Ariège et de Saint-Martin de Ribéris dans le Gard ». Je vous donne la parole. Merci. Bien, bonjour à tous. Merci pour cette présentation. Je tiens également à exprimer ma gratitude au comité scientifique pour l'organisation de ce colloque et pour m'avoir permis d'y intervenir. Et il faut remercier également la région qui nous accueille dans des conditions optimales. Alors, dans le cadre de ma thèse de doctorat, en cours depuis 2016 et qui sera soutenue prochainement, dirigée par Géraldine Mallet à l'Université Paul Valéry de Montpellier, j'ai étudié la production de peinture murale aux âges romans sur un territoire équivalent à l'actuelle Occitanie, en privilégiant donc les questions relatives à la création artistique que l'on pourrait définir comme la décision de mettre en place ce décor, ce qu'on appelle la commande, le projet relatif à cet ensemble, sa mise en place, le résultat et enfin sa réception. Alors pour ce faire, nous avons tout d'abord dressé un corpus comprenant une quarantaine d'ensembles, corpus qui a un petit peu évolué pendant le travail de thèse, datés des âges romans, c'est-à-dire entre le XIe et le début du XIIIe siècle pour la région, donc conservés sur le dit territoire. Alors, à l'échelle de l'actuelle Occitanie, cette entreprise de catalogue avait déjà été conduite par Robert Mesuret en 1967, on en a parlé brièvement lors de l'introduction de ce colloque, et par Marcel Durlien en 83. Étude auquel il convient évidemment d'ajouter le travail des services de l'inventaire, notamment côté Midi-Pyrénées, plus récemment. Ainsi, à l'aube du XXIe siècle, peu d'études avaient opéré le lien entre les décors conservés en Languedoc-Roussillon et en Midi-Pyrénées depuis Mesuret et Durlien. Alors j'utilise des divisions administratives contemporaines par souci de concision. La thèse de Natacha Piano en 2010 vient combler ce manque en se focalisant sur Toulouse, les Pyrénées françaises et les Corbières, mais en n'incluant pas l'ensemble des décors compte tenu de l'angle de la thèse. D'autres études, par ailleurs, comme celle d'Anne Le Turc en 2015 pour son travail de thèse, avaient permis de renouveler la connaissance de certains ensembles à travers le travail sur la formation et le travail du peintre sur un territoire circonscrit au Roussillon. Alors, au moment pour nous de reprendre le dossier des peintures murales des âges romans en Occitanie, lourd d'un point de vue historiographique et une historiographie en plus marquée par une certaine disparité, nous avons privilégié une approche la plus exhaustive possible de ce corpus, en intégrant des vestiges signalés parfois de longue date. On l'a vu jeudi avec l'intervention de Philippe Pécou, l'exemple des peintures de l'Irak. Donc des ensembles signalés de longue date, mais pas du tout intégrés aux études susmentionnées. Et puis, nous avons fait le choix de traiter ces ensembles, si j'ose dire, sur un même pied d'égalité que d'autres, érigés par l'historiographie des 19e, 20e et un petit peu 21e siècle, en chef-d'œuvre, véritable pierre angulaire de la production artistique régionale. Je renvoie pour ce point à un rapport d'Emad Catafo, daté de 2015, qui montre bien cette construction de chef-d'œuvre au sujet des peintures donc de Fennoyard. Ainsi, des édifices très connus pour l'architecture et la sculpture, donc je pense par exemple à Saint-Génis-des-Fontaines dans les Pyrénées-Orientales ou encore à Saint-Guilhem-le-Désert dans l'Hérault. Donc ces édifices très connus pour l'architecture, la sculpture le sont beaucoup moins pour les décors peints qu'ils conservent et qui pourtant attestent une production peut-être finalement plus globale que ce que nous laisse entrevoir l'historiographie. Les catalogues de Robert Mesuret et de Marcel Durlien, qui servent évidemment de base quand on travaille sur cette région, devaient être actualisés à l'aune des nouvelles découvertes
sur lesquelles je vais m'arrêter. Celle de Saint-Pierre-d'Ourjout, sur la commune de Bord-du-Chênetagne, dans le département de l'Ariège, et une découverte plus récente, celle de Saint-Martin de Ribéris, sur la commune de Montfaucon, dans le Gard. Alors, la découverte des peintures d'Ourjout a été, je crois, un véritable événement pour la communauté scientifique, les acteurs du patrimoine et pour la commune de Bord-du-Chênetagne, qui était alors les Bordes-sur-Lèze, qui a fusionné avec une autre commune en 2017. Un événement, puisque cette découverte, on l'a vu le premier jour du colloque, était inopinée. C'est le retrait du retable du 18e qui a permis de découvrir cet ensemble. Et également parce que cet ensemble est d'une conservation exceptionnelle. Une étude fut commandée par la DRAC et le décor fut assez rapidement l'objet de plusieurs publications. Alors, il ressort de ces études, que l'on résume ici à grands traits, un rapport évident, formel et iconographique avec des peintures murales conservées au sud des Pyrénées, à commencer par celle de Santa Maria de Taüll, conservée au Musée national d'art de Catalogne. Alors, de longue date, on sait que les Pyrénées, comme d'autres chaînes montagneuses et comme d'autres frontières actuelles, n'en étaient pas au Moyen-Âge et que la circulation des hommes s'effectuait sans guerre de barrière. Les études récentes, notamment de Milagros Guardia, le montrent très bien, des études plus anciennes également de John Ottaway. Certaines différences entre le décor d'Ourjout et celui de Taüll, notamment le traitement des visages et un usage de la couleur très spécifique à Ourjout, mais qui vient peut-être aussi des conditions de conservation. Donc ces différences conduisent néanmoins à penser qu'il ne s'agit pas du même peintre ou atelier. On est donc davantage dans une communauté d'esprit très resserrée, certes, mais on est davantage dans cette communauté que dans une attribution stricte, au sujet de laquelle il convient, à notre sens, de toujours faire montre d'une extrême prudence. Ainsi, par analogie avec les peintures de Taüll, datées traditionnellement des alentours de 1123, donc ces peintures de Taüll datées de 1123 par une inscription qui se trouve dans une église voisine géographiquement et stylistiquement, celle de Sainte Clémente de Taüll, également conservée au MNAC. Donc une inscription relative à la consécration en 1123. On ignore d'ailleurs si cette inscription a été mise en place au moment de la consécration ou a posteriori, en commémoration de cette consécration, ce qui fut notamment soulevé récemment par Milagros Guardia et Ima Lores. Donc, en lien, en tout cas, avec cette datation traditionnelle dans l'historiographie de 1123, couplée à l'étude architecturale de l'église de Saint-Pierre-d'Ourjout, que je n'ai pas le temps de présenter ici, l'exécution de ce décor fut située à la fin du premier quart du XIIe siècle. Le contexte politico-religieux associés à l'iconographie furent exploités par l'historien de l'art Emmanuel Garland pour proposer des hypothèses relatives à la commande de cet ensemble. Contexte marqué par un conflit entre l'évêque de Couserans Pierre Ier et le comte Bernard Ier de Comminges. Ce dernier, ayant des prétentions sur la cité épiscopale, a assiégé Saint-Lizier pendant vraisemblablement 7 ans et l'évêque aurait été captif. Les historiens considèrent que ce conflit éclata autour de 1120-1130 et donc s'achève vers 1137. Tout du moins, la ville fut rendue en 1137. L'édification de l'église d'Ourjout et la mise en place des peintures qui suivirent de près auraient donc, selon l'hypothèse d'Emmanuel Garland, une vocation funéraire, tout du moins la commémoration de la captivité de l'évêque. Ainsi, dans son étude, le vers du poème d'Arator adressé à Judas, Quinum volvit dar terra sepulcrum, traduit par à qui la terre n'a pas voulu donner de sépulture, serait donc un message adressé au traître, donc Judas, et en l'occurrence le comte de Comminges. Alors cette première hypothèse est séduisante, mais se heurte à quelques limites ou questions ouvertes. En dehors, tout d'abord, du cimetière qui borde l'église d'Ourjout, est-ce que le site conserve d'autres tombes? D'autant plus que, pas de fouilles ont été opérées à ma connaissance et que le cimetière qui se trouve aux abords ne remonterait qu'au XVIIe siècle. Pourquoi spécifiquement le site d'Ourjout aurait-il été retenu pour une fondation funéraire? Certes, on se trouve à 20 km du centre épiscopal, mais l'église Saint-Pierre se trouve dans une vallée qui ne débouche pas directement sur les Pyrénées. En fait, depuis Saint-Lizier et Saint-Giron, 2 vallées principales permettent d'accéder aux Pyrénées. Celle du Lèze, où se trouve Ourjout, ne débouche pas sur un port qui permet le franchissement des Pyrénées. On le franchit de manière indirecte, donc pas un axe de circulation majeur, ce qui limite peut-être l'importance de cette église.
On recense par ailleurs plusieurs églises construites vraisemblablement à la même époque dans les vallées voisines, dont certaines furent ornées d'un décor peint. À proximité, on a celle d'Aullignac, mais le décor est très abîmé et à mon avis plus tardif que celui d'Ourjout. Alors bon, quand même, parmi toutes ces constructions qui devaient conserver des peintures murales, pourquoi, encore une fois, celle d'Ourjout aurait un statut spécifique, statut qui par ailleurs n'apparaît pas dans les sources, on n'a pas de source pour l'église d'Ourjout, même si on sait que l'évêché de Couserans n'a pas produit beaucoup de documents, et évidemment à ces lacunes il faut ajouter les aléas de la conservation, notamment l'incendie de la préfecture de l'Ariège qui constitue un dépôt d'archives au XIXe siècle. Alors il fut également envisagé, et c'est le panneau que vous avez dans le hall de l'hôtel de région, panneau rédigé par Sylvie de Cotigny, il fut envisagé que Raymond de Durban, l'évêque de Roda et Barbastro, sud des Pyrénées, évêque au cours du premier quart du XIIe siècle, mais originaire de l'Ariège, soit le commanditaire des peintures d'Ourjout. On sait que cet évêque consacra ou assista à la consécration de part et d'autre de la chaîne montagneuse d'un grand nombre d'églises, dont la cathédrale Saint-Lizier en 1117, Sainte-Clémente de Taouille en 1123 et l'église Sainte-Marie de Cassan à proximité de Béziers, dont il a été très brièvement question au début de ce colloque. Alors, n'ayant a priori pas de pouvoir en Couserans, on peut là encore se demander pourquoi le site d'Ourjout aurait été spécifiquement retenu par cet évêque qui, de son vivant déjà, jouissait d'un certain prestige. Je passe maintenant à l'autre découverte récente, celle-ci peut être restée davantage inaperçue jusqu'à jeudi et une première présentation au sujet de ces peintures. Donc cette autre découverte qui est intervenue en 2018 en l'église Saint-Martin, je vais revenir très brièvement sur la question de la titulature, située au bord du Rhône sur la commune de Montfaucon, et nous devons adresser nos remerciements ici au service de la DRAC pour nous avoir tenus au courant de cette découverte, et notamment Nicolas Bru, par l'intermédiaire de ma directrice de thèse. Donc découverte en 2018 et dont on a eu vent dans 2020 ou 2021. C'est donc à l'occasion de travaux de restauration dans cette église, qui vous a déjà été brièvement présentée, travaux de restauration entrepris par l'association des Amis du Prieuré de Saint-Martin de Ribéris, dans une église qui ne bénéficiait alors d'aucune protection, elle est inscrite en septembre 2021, que ce décor, ou ces décors, parce que compte tenu de l'état difficile pour l'heure d'envisager la contemporanéité des peintures, un cycle qui fut très lourdement et très rapidement restauré, ce qui limite considérablement l'analyse stylistique, d'autant plus que des clichés avant-après ont été faits, mais les clichés avant sont d'une mauvaise qualité par l'entreprise qui avait été retenue par l'association. Donc, attardons-nous, tout d'abord sur l'église Saint-Martin, inscrite au titre des monuments historiques sous le vocable Saint-Martin de Ribéris, considéré, effectivement, prieuré de l'abbaye bénédictine de Villeneuve-les-Avignon. Or, l'étude récente du temporel de cette abbaye, conduite notamment par Guy Barruol et Alain Venturini, a montré que Sancti Martini de Ribéris vel Sancti Genesi de Mimarno était, je cite, une église rurale, mentionnée à partir de 1119 et à plusieurs reprises, 6 sur l'île de Miémar, mais cette église aurait disparu à l'occasion de crues du Rhône, probablement au XIXe siècle. Selon ces mêmes auteurs, cette église ne devrait pas être confondue avec Saint-Martin du Jonquier, qui, si l'on reprend les dossiers d'inventaire de Roger Hiver tels qu'ils figurent sur la plateforme POP, est bien l'église à laquelle nous avons affaire maintenant. Si les deux compléments de titulature de Ribéris et de Jonquier sont une référence à la rivière et au milieu humide où nous sommes, et que ces deux édifices ne sont distants, si on considère la localisation de l'île actuelle de Miémar, que de quelques kilomètres à vol d'oiseau, le problème, c'est le statut et l'intégration au clergé local. Alors, Saint-Martin de Ribéris, je l'ai dit, était un prieuré dépendant de Villeneuve-les-Avignon, alors que, toujours selon Alain Venturini, Saint-Martin du Jonquier était, je cite, dépendante sur le plan religieux de l'évêque d'Uzès, sans pour autant que son statut exact ne soit connu. Alors, je vais passer très vite sur l'architecture de cette église par manque de temps et également par manque de données. Je crois qu'une étude architecturale est peut-être déjà en cours ou doit être menée, elle serait en tout cas souhaitable.
Un édifice qui présente plusieurs campagnes d'édification, avec probablement les parties basses remontant à l'époque dite pré-romane, reprise au XIe des élévations et voûtement au XIIe. Mais je passe très rapidement là-dessus. Voici donc sur le mur nord une partie des peintures qui vous ont été présentées déjà par Philippe Pécou jeudi, avec narré de façon continue des scènes de la Passion. On a Pierre coupant l'oreille de Malchus, le baiser de Judas et l'arrestation du Christ, et enfin le portement de croix. Ce registre dédié à la Passion, on l'a vu également jeudi, est précédé par la représentation de deux personnages debout, vus de façon assez frontale et dont l'état ne permet pas une identification certaine. On aimerait que ce soit les donateurs, mais c'est une image assez rare d'ailleurs de ce côté-ci des Pyrénées. Au-dessus, une frise ornementale très simple et en dessous une tenture feinte sur laquelle je reviendrai un peu plus tard. La lecture des vestiges de l'abside est un petit peu plus difficile car se superposent plusieurs décors, notamment un du XVIIe-XVIIIe. Néanmoins, on aperçoit sur la portion sud du mur de l'hémicycle une représentation des vieillards de l'Apocalypse, des personnages couronnés tenant une coupe et des instruments de musique. Et en dépit d'une très lourde restauration ici, on est immédiatement frappé par la ressemblance avec les peintures pyrénéennes et roussillonnaises, à commencer par celle de Saint-Martin de Fénoyard et d'une certaine façon de celle d'Ourjoux. Philippe Pécou vous a également montré, parce que le mur de l'hémicycle devait être organisé en deux registres, la représentation d'un clerc sur un registre en dessous. Le décor de l'arc absidial est divisé en tableaux dont seuls 4 sont conservés et, encore une fois, qui ont été très lourdement restaurés. Grâce aux inscriptions, aux images représentées et par analogie avec d'autres calendriers, notamment celui de Saint-Aignan de Brinay dans le Cher, nous avons identifié décembre, avec une scène de repas, novembre qui se trouve au-dessus, qui est ici de façon très lacunaire, où on distingue simplement le pied d'un personnage et le sabot d'un animal. Généralement, novembre, on trouve l'abattage du cochon. Et en octobre, avec la glandée, on aperçoit un personnage tenant une feuille qui pourrait être une feuille de chêne. Néanmoins, les photos avant-après montrent une très lourde restauration du panneau considéré comme étant celui d'octobre. Donc, on limite ici l'interprétation. Et côté nord, surtout parce qu'il fait face à décembre, le mois de janvier, mais encore une fois, un panneau très lacunaire. Enfin, sur la paroi sud, Philippe Pécou vous l'a montré, une table sur laquelle est disposée une sorte de calice. Peut-être peut-on envisager la scène, ici. En dessous, ici, se trouve une tenture feinte également, dont le traitement des plis est susceptible de rappeler la tenture dont je vous parlais tout à l'heure, côté nord. Et pour le coup, les photos avant-après de ce qu'on peut en exploiter montrent que ces tentures n'ont pas été particulièrement retouchées. Donc on peut considérer par analogie soit la volonté d'uniformiser l'ensemble, soit peut-être une contemporanéité de la peinture. Alors ainsi que nous l'avons vu, des rapports stylistiques peuvent être établis avec la peinture roussillonnaise. Nous ajouterions un autre ensemble, une autre comparaison avec le décor de Saint Thomas de Fluvia dans la province de Gérone, qui était une dépendance de Saint-Victor de Marseille, ce qui, en plus de la situation du comté de Barcelone, peut nous permettre d'avoir des éléments sur des liens entre cette Provence et cette partie de la Catalogne. Ensemble daté par la maigre historiographie de la fin du XIIe et du début du XIIIe, avec vraisemblablement 2 campagnes de mise en œuvre du décor pour l'abside et pour la nef. Faute de mieux, donc, nous proposerions, et en attente peut-être d'opérations de dérestauration si elles sont possibles, une datation du cycle de Montfaucon dans la seconde moitié du XIIe siècle. Ainsi, fin XIIe surtout. Ainsi, la découverte, et l'intégration des peintures d'Ourjout et de Montfaucon à un corpus de peinture murale, constitué dès le XIXe siècle, mais surtout dans la deuxième moitié du XXe siècle, sous l'impulsion notamment de Marcel Durliat, offre des pistes de réflexion intéressantes, notamment d'ordre méthodologique, épistémologique, et permettent peut-être de revenir sur certains poncifs historiographiques, qu'on le veuille ou non, toujours très présents dans notre discipline.
limite la validité de certaines études iconographiques sur des ensembles fragmentaires, par exemple le calendrier de Montfaucon. Et je pense également à l'exemple de Saint-Martin-des-Puys qu'on a vu brièvement jeudi, me semble-t-il, avec Christian Davy, où, alors effectivement, cette interprétation de la scène située en haut à droite, je l'avais aussi formulée dans mon mémoire de Master 2, mais il faut savoir que Marcel Durlia, c'est quand même basé sur un cycle qui est conservé à moins de la moitié. On dispose à peine du mur est et à peine de l'autre mur. Le mur en face est complètement, on a juste un pied. Donc la difficulté de fournir des études iconographiques, la validité également des études stylistiques sur des ensembles aux conditions de conservation variables, sans compter les opérations de restauration comme celles qu'on a connues à Montfaucon, et la complexité également, notamment d'un point de vue du style, d'avoir des points de comparaison locaux. À Montfaucon se trouve peut-être pas très loin l'Irak, mais enfin l'aperçu que vous avez eu montre qu'on est sur deux ensembles complètement différents. L'absence de points de comparaison locaux à cause des destructions ou des découvertes qui vont arriver, qui nous pousse peut-être à regarder vers des ensembles très connus et mieux documentés, et donc peut-être la tentation de retomber dans l'attributionnisme, c'est-à-dire la formation de ces cercles d'artistes et la création de nouvelles figures artistiques. Ainsi donc, pour terminer, j'espère que je ne suis pas trop en retard, ces nouvelles découvertes et donc le travail de terrain mené par les acteurs du patrimoine sont évidemment fondamentales car elles permettent à l'historien de l'art de revenir sur ses méthodes et leurs finalités. Et donc après, évidemment, pour les questions de médiation, ce qui nous importe. Couplé à une analyse et à une prise en compte peut-être plus globale des ensembles peints conservés déjà connus, ces nouvelles découvertes permettent donc une meilleure connaissance de la création artistique, si tant est que l'on parvienne à distinguer de cette pratique médiévale et d'une certaine réalité le caractère exceptionnel des découvertes que nous sommes peut-être amenés à faire à nouveau. Je vous remercie.